de, merci de vous être connecté à ce webinaire de la Société française de chirurgie. Moi, je suis le professeur Claes, je suis chirurgien céno-gynéco-onco à Nantes, au centre de lutte contre le cancer qui s'appelle l'Institut de cancérologie de l'Ouest, et je suis PUPH de cancéro, prof à l'université de Nantes. Et puis, accessoirement, je suis aussi président de la Société française et francophone de chirurgie oncologique, et nous vous proposons aussi, avec la SFCO, d'autres webinaires par le biais de la télévision OncoStream que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser les 45 minutes qui viennent pour vous faire une présentation sur la chirurgie axillaire dans le cadre du cancer du sein. Et en fait, au cours de cette présentation, on va absolument tout voir, à la fois pourquoi on fait telle chirurgie en situation de chirurgie première, telle chirurgie en situation de chirurgie néoadjuvante, sur quels essais on se base, et on finira par quel est l'avenir de la chirurgie axillaire. Donc à la fin du topo, normalement, vous êtes vraiment en mesure d'avoir fait le point sur les connaissances de la chirurgie du creux axillaire dans la prise en charge du cancer du sein. Merci de réserver vos questions au chat. Donc, à la fin, il nous restera une dizaine de minutes. Je regarderai sur le chat pour voir les questions, puis j'essaierai de répondre à celles qui sont, auxquelles je peux répondre, et il y aura certainement des questions redondantes. Pourquoi je mets histoire d'une désescalade? Eh bien parce que on va parler du tout début où toutes les femmes qui avaient un cancer infiltrant du sein avaient un curage axillaire, vers le ganglion sentinelle et vers l'abstention totale de toute chirurgie axillaire qu'on appelle l'observation du creux axillaire. Donc, vous voyez qu'on a vraiment la désescalade la plus complète qu'on puisse imaginer en cancérologie. Alors, voilà mes liens d'intérêt. Donc, si on veut partir du tout début, on se base sur quoi? Eh bien, en fait, dès les années 1757, on a eu les premières descriptions du curage axillaire. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en 2023 et on est aujourd'hui en train de faire des essais cliniques qui servent à valider une idée aussi ancienne que ça. Tout simplement parce que au début du XXe siècle sont arrivées la chimiothérapie, la radiothérapie et la notion de simple évaluation. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu la chirurgie, ensuite les traitements complémentaires qui ont amélioré le pronostic et qui ont fait qu'on n'avait plus besoin d'autant de chirurgie, mais l'évaluation, elle arrive que petit à petit, et elle est tardive. En 1866, vous voyez qu'on commence à dire que les ganglions axillaires sont des relais du cancer du sein. On commence à faire le lien entre ces ganglions qu'il y a sous les selles et le cancer du sein. Et en 1889, c'est Alstedt, avec sa fameuse chirurgie extensive, qui promettait la guérison en enlevant le sein, les muscles pectoraux, les ganglions axillaires, les ganglions susclaviculaires et les muscles pectoraux. Donc, c'était vraiment une chirurgie extrêmement extensive. Et c'est en se rendant compte au fur et à mesure que finalement, les femmes, elles mouraient quand même de cancer du sein et qu'il y avait des nodules qui apparaissaient ailleurs, que heureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple de tout enlever, qu'il valait mieux réfléchir et réduire la chirurgie. Et c'est là qu'est arrivée en 1940 l'intervention de Patet, Patet Edison, qui faisait la mastectomie, mais en conservant les muscles pectoraux et sans enlever tous les ganglions, avec uniquement les ganglions de l'aisselle. Vous voyez, globalement, l'histoire, c'est ça. Et puis, nous, on va voir où est-ce qu'on se situe, comment ça se fait qu'on a nos indications aujourd'hui. Alors, je passe à la diapo d'après. Voilà. Donc, le curage axillaire, c'est quoi? On ne va pas retourner dans l'étude chirurgicale, ça vous connaissez, mais cette photo, elle sert juste à marquer les esprits. En fait, quand on fait un curage axillaire, on fait une incision dans un sens vertical ou un sens horizontal au sommet de l'aisselle. Et qu'est-ce qu'il y a derrière notre bistouri et derrière la graisse et l'aponévrose clavipextoro-axillaire? Eh bien, il y a tout ça. Il y a l'artère axillaire, la veine axillaire, le plexus brachial, le pédicule du grand dorsal, le pédicule du grand dentelé. Et puis, il y a aussi, qu'on voit un petit peu sur cette diapo, le perforant intercostal qui assure la sensibilité de la face interne et antérieure du membre supérieur. Donc, vous voyez qu'on va enlever les ganglions, mais on va faire aussi beaucoup de dégâts. Certains d'entre vous, peut-être, continuent encore de mettre des drains, et ça, on pourra en discuter parce que ça sert strictement à rien de mettre des drains. Vous ne changez rien du tout et vous ponctionnez autant les femmes une fois que vous avez enlevé le drain que si vous n'en aviez pas mis. Donc, vous pouvez laisser sortir des dames sans drain avec un simple petit pansement. Ça se passera très, très bien. Bien sûr, vous aurez des ponctions, mais regardez bien ce que vous faites après le drain. Vous avez aussi des ponctions. Ça ne change strictement rien. Il y a une grosse littérature là-dessus. Donc, je vous invite
à vous poser la question pour ceux qui continuent de mettre des drains, est-ce que ça sert à quelque chose? Et non, nous, ça fait 30 ans qu'on n'en met pas et je vous assure que ça se passe vraiment très bien. Par contre, regardez, quand on fait un curage axillaire, il y a une altération de la qualité de vie des patients dans les 2 tiers des cas. Donc, c'est un geste qui n'est pas anodin. Il faut vraiment qu'il serve à quelque chose. Et on va voir qu'aujourd'hui, il ne sert plus à grand-chose. Alors, diapo suivante. Voilà, ça c'est un curage, une vue du curage avec le magnifique perforant intercostal qui traverse le creux axillaire qu'il faut essayer de respecter parce que sinon les femmes vont vous décrire des brûlures et des picotements à la face interne du bras. Et vous voyez les muscles, et puis c'est là qu'on enlève les ganglions, c'est ça le curage. Et vous voyez la morbidité à court terme, à long terme, avec une gêne fonctionnelle de l'épaule, les difficultés, une fatigabilité de membre supérieur, un lymphœdème, ça c'est la catastrophe absolue, le lymphœdème. Et quand on le recherche, on se rend compte, à partir du moment où on décide que c'est 2 cm de plus en diamètre du membre supérieur, on se rend compte qu'il apparaît chez pratiquement une femme sur 5. Donc, ce n'est pas du tout anodin, le curage axillaire. Les étages de Berg, ça c'est très intéressant, les étages de Berg. On s'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est quand même une belle histoire. On est en 1950 aux États-Unis, au MSKCC, et un chirurgien, Berg, décide de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans le creux axillaire. Et son idée de 1950 guide nos pas encore aujourd'hui, en 2023. Donc, c'est quand même des belles histoires. Qu'est-ce qu'il s'est dit, ce chirurgien? Il s'est dit, j'aimerais bien savoir comment se répartissent les atteintes ganglionnaires dans le creux axillaire en me basant sur quelque chose qui est fixe, et en l'occurrence, il a choisi le muscle petit pectoral. Et donc, pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre, toutes les femmes qui avaient un cancer du sein avaient donc un curage axillaire, et le curage axillaire, il le rangeait en 3 pots anatomiques. Un premier pot, il mettait tous les ganglions qu'il prenait sous le bord inférieur du petit pectoral. Un deuxième pot, il mettait tous les ganglions qui étaient en arrière du petit pectoral, puis sectionnait le petit pectoral. Et ensuite, dans le 3e pot, il mettait tous les ganglions qui étaient au-dessus du petit pectoral. Et à la fin de l'année, il a publié son papier en 55 dans Cancer, et il s'est rendu compte de quoi? Quand le pot numéro 1 et le pot numéro 2 n'étaient pas atteints, les ganglions du pot numéro 3 ne l'étaient pas non plus. D'où l'idée d'une atteinte du creux axillaire de proche en proche dès 1955, qui est l'idée sur laquelle on s'est basé ensuite, en 2000, pour développer la théorie du ganglion sentinelle. Donc, vous voyez que tout se lie, tout s'associe. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on fait un curage axillaire, parce qu'il reste des indications de curage axillaire, il faut faire attention à ne pas faire que le niveau 1, parce que normalement, on est censé faire le 1 et le 2. Donc, quand on fait le niveau 1, si jamais on ne voit pas le muscle petit pectoral et qu'on enlève les ganglions juste sans aller voir le petit pectoral, on fait un niveau 1. Et puis, si on veut faire le niveau 2, il faut absolument repérer le petit pectoral, ne pas l'abîmer, ne pas le couper, mais simplement le repérer pour aller en dessous et enlever encore les quelques ganglions qu'on aura et qui définissent le niveau 3. Par contre, on ne va plus, à partir du moment où on fait un curage systématique, on ne va plus couper ni soulever le petit pectoral pour aller au-dessus de lui et enlever le niveau 3, c'est fini, il n'y a plus d'indication. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les bases, d'où ça sort le curage, qu'est-ce que c'est l'anatomie du creux axillaire et qu'est-ce que c'est les conséquences d'un curage axillaire et les étages de Berg. Maintenant, on démarre. La patiente a un cancer du sein, infiltrant, parce qu'évidemment, tout ça, ce n'est que pour l'infiltrant, pas l'in situ. Et puis, on examine le creux axillaire, voire on fait une échographie axillaire. Et la dame, on décide en RCP qu'elle n'a pas d'indication de chimiothérapie néoadjuvante, mais par contre, on met en évidence des ganglions axillaires suspects. Éventuellement, on fait une cytoponction, une biopsie, et elle est effectivement énin, mais il n'y a pas d'indication de chimio néoadjuvante. Donc, cette dame a le statut chirurgie première, envahissement ganglionnaire prouvé, et pas de chimio néoadjuvante. Dans cette situation-là, on continue le curage axillaire. Il n'y a pas d'essai qui a démontré pour ces patientes-là qu'on ne prenait pas de risque à ne pas faire de ganglion sentinelle, à ne pas faire de curage. Et le ganglion sentinelle, c'est une technique qui, aujourd'hui, encore, n'est démontrée utile et cohérente avec l'état de l'aisselle que pour les dames qui sont N0 cliniquement. D'accord? Donc, les dames qui ne sont pas N0, soit elles ont de la chimio néoadjuvante, et ce sera le chapitre d'après, mais si elles sont N1 et qu'elles n'ont pas de chimio néoadjuvante, eh bien, on fait un curage. Ensuite, vous avez les patients qui n'ont pas de chimio adjuvant, mais l'examen clinique, l'échographie du creux axillaire, tout ça, c'est négatif. Il n'y a pas de ganglion suspect. Alors là, on arrive à l'indication
du ganglion sentinelle. Et c'était quoi le concept? Eh bien, le concept, c'est ces fameuses cellules cancéreuses, on va les chercher dans les ganglions. Comme on sait avec Berg que c'est une atteinte de proche en proche qui part de la tumeur, eh bien, on va injecter un produit en péritumoral pour aller chercher au milieu de tous les ganglions de l'aisselle. Ce fameux ganglion qui est là, en l'occurrence dans le dessin, est un ganglion qui apparaît comme rouge, qui est le ganglion sentinelle. On sait que la moyenne, dans toutes les études, quand on prend beaucoup de ganglions dans la même équipe, de ganglions sentinelles, eh bien, la moyenne de ganglions sentinelles, c'est toujours 2. Bien sûr qu'on a 3 ou 4 de temps en temps, bien sûr qu'on a 1, voire on a des échecs de détection, mais en moyenne, on a 2 ganglions sentinelles. 2 choses à savoir sur le ganglion sentinelle, sans rentrer trop dans le détail, vous savez tout ça. Pour le trouver le mieux possible, ce qui va nous donner le plus de chances d'avoir 95% de détection, c'est quoi le taux de détection? Vous injectez les produits à tout le monde, et puis il y a des dames chez qui vous ne trouvez aucun des produits. Vous n'avez pas de ganglion sentinelle, c'est un échec de détection. Normalement, ce taux d'échec, il est aux alentours de 5%. Et quand il y a un échec, il faut aller jusqu'au bout de la réflexion, et à ce moment-là, c'est curable. Donc, pour augmenter le taux de succès de cette détection, on associe le bleu, on injecte du bleu, et on associe le technétium, donc produit radioactif, injecté obligatoirement, parce que c'est réglementaire, dans un service de médecine nucléaire. Et puis, la patiente a une scintigraphie du creux axillaire qui va à la gamma caméra, qui va permettre de voir où migre ce ganglion sentinelle, et globalement, si on a 1, 2 ou plus. Certaines équipes, du fait des risques d'allergie sévère avec le bleu, ont décidé de faire d'abord le technétium, qu'on fait de toute façon la veille ou le matin de l'intervention, puisqu'il faut quelques heures de migration. Si jamais à la migration, le technétium ne fixe pas, uniquement pour ces patientes-là, ces équipes-là ajoutent le bleu. Ce qui fait que certaines patientes n'ont que le tech, et puis dans les quelques 5% où il n'y a pas de technétium, on injecte le bleu et on commence à s'approcher des 100% de détection. Et très important, la deuxième partie de la diapo, attention, renseignez-vous auprès de vos anapathes. Quand on fait un curage, anapathe coupe le ganglion en 2, c'est tout. Et il analyse de face, vous voyez, tout ce qui est perdu, l'intérieur du ganglion est perdu, alors que le ganglion sentinelle, il y a ces coupes serrées tous les 500 microns pour aller analyser le mieux possible le ganglion sentinelle, définir qu'il est sain, ou alors qu'il y a des macrométastases, ou alors qu'il y a des micrométastases entre 0,2 et 2 mm, ou alors qu'il y a des cellules isolées en moins de 0,2 mm. Ça, c'est hyper important, cette analyse sérieuse. Parce que si vous, chirurgien, vous faites vos ganglions sentinelles, vous adressez à un labo d'anapathe près de chez vous, sans vous être renseigné, et que le labo d'anapathe, il analyse votre ganglion sentinelle comme un ganglion normal, vous allez avoir une perte d'information hyper importante. Pour avoir vraiment une analyse ganglion sentinelle, il faut que l'anapathe fasse ses coupes sérieuses. Comment ça a été validé, le ganglion sentinelle? Dans un premier temps, New England 98, 440 patientes ont eu sentinelle et curage, tout le monde. Pourquoi? Pour voir quand le ganglion sentinelle est atteint, combien de ganglions restent atteints dans le curage. Donc, quand on dit il y a un sentinelle métastatique, il en reste combien dans le curage? Et vous verrez que la moitié des curages sont métastatiques. Quand on a un sentinelle métastatique, on retrouve d'autres ganglions métastatiques à l'intérieur du curage. Et puis, pour voir aussi l'autre question très importante, quand le ganglion sentinelle est sain, dans combien de cas on a malgré tout des curages positifs? C'est ce qu'on appelle le taux de faux négatif. D'accord? Et dans cette étude, le taux d'identification, donc le nombre de fois on trouve un sentinelle après avoir injecté, en l'occurrence, c'était que du technétium, 93%, donc il y a 7% d'échecs. Et puis, dans combien de cas, parmi les patients qui sont N+, dans combien de cas il y a des cas qui sont négatifs au sentinelle mais positifs au curage? Vous voyez, c'est 10%. Est-ce que c'est inquiétant, ce taux d'échec de 10%? Parce qu'il est là. On peut pas, il est là, on ne peut rien faire contre. Mais est-ce que c'est grave pour les patients? Parce que posez-vous cette question. Et là, on pose le cerveau 2 secondes, une digression sur la réflexion cancérologique. Attention, ce n'est pas parce qu'on enlève de la tumeur qu'on rend service à la patiente. Cette idée-là, il faut se l'enlever tout de suite du cerveau. Il faut d'abord qu'on ait prouvé que retirer de la tumeur, dans les ganglions notamment, améliore le pronostic. Le curage dans les cancers de l'ovaire, si la patiente n'a pas de gros ganglions suspects au scanner, aller retirer des ganglions, même s'ils sont métastatiques et que si on ne les avait pas retirés, on les aurait laissés, l'essai Lyon a démontré que ça ne changeait rien au pronostic des dames. Donc, il ne faut pas dire, c'est important, on enlève des ganglions métastatiques, c'est bien pour elles. Non.
Ce n'est pas forcément bien pour elle, il faut juste le démontrer que c'est bien pour elle. Là, en l'occurrence, ganglion sentinelle, on sait que dans 10% des cas, on va dire le sentinelle est négatif alors qu'il y a des ganglions métastatiques dans le curage. La vraie question, c'est est-ce que c'est grave pour la patiente? Ce qui est sûr, c'est que le ganglion sentinelle est moins morbide que le curage, mais c'est morbide quand même, ce n'est pas de la magie. Donc, vous pouvez vendre, entre guillemets, à la patiente que grâce au sentinelle, vous améliorez ses chances de ne pas être embêté dans les suites post-op, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Vous voyez sur ce tableau, il y a quand même des picotements, il y a quand même un petit peu de lymphocèle, il y a quand même un petit peu de lymphodème, il y a quand même des problèmes, mais c'est beaucoup moins fréquent, donc c'est avantageux pour la patiente. Et puis cet essai qui a permis de valider définitivement le sentinelle par rapport au curage, donc là, publié en 2010, les Américains, sur 5000 patients, ont tiré au sort curage ou sentinelle et curage si le sentinelle est métastatique, survie à 5 ans, aucune différence. La technique du ganglion sentinelle est validée. Et de ce papier sont sortis plusieurs papiers sur le taux de faux négatif dont on vient de parler à 10%. Eh bien, ça ne change rien. Le 10% d'échec est acceptable dans la prise en charge chirurgicale d'une dame qui a une chirurgie première et un sentinelle. On sait qu'on a 10% de faux négatifs et cet essai a montré que ces 10% n'impactaient pas du tout la survie. Attention, première révolution, enfin deuxième si on veut parler de la révolution de l'arrivée du ganglion sentinelle, cet essai à COSOG. C'est un essai fondamental, on peut en parler 2 secondes de plus, c'est un essai fondamental. Là, les chirurgiens se sont dit, OK, on a un ganglion sentinelle métastatique. Faut-il faire un curage? Le dogme, le paradigme de l'époque, c'était oui. Sentinelle métastatique, d'ailleurs on faisait des extampos pour éviter de réopérer les dames, extampos ou OSNA de la biologie moléculaire. Et puis, si jamais il y avait une preuve d'atteinte du ganglion sentinelle, eh bien, on faisait un curage tranquillement à la patiente. Laissez-là, ce sont des patientes qui ont un ganglion sentinelle métastatique, tiré au sort, curage versus pas de curage, et regardez, padaboum, catastrophe, enfin plutôt bien pour les patients, aucun changement de survie globale, aucun changement de risque de récidive. Le fait, pour une patiente qui a une chirurgie conservatrice, parce qu'il y a des critères à COSOG, chirurgie conservatrice, radiothérapie du sein, 1 ou 2 ganglions métastatiques, faire un curage en plus ne change rien en survie et en récidive. Et du coup, ça a changé les guidelines, les recommandations dans le monde entier. Et vous avez là les recommandations américaines et vous avez les recommandations européennes à Saint-Gallen. Quand on a les critères cancer infiltrant, N0 axillaire, chirurgie conservatrice, N0 axillaire, ganglion sentinelle métastatique 1 ou 2, ce n'est pas la peine d'aller faire le curage. Vous en discutez en RCP et vous avez énormément réduit votre fréquence des curages systématiques, même si cet essai a été le fruit d'énormément de critiques, parce que l'essai avait prévu de randomiser beaucoup de patients, jusqu'à 900 patients qui se sont arrêtés un peu plus de 780. Ils attendaient beaucoup d'événements d'essais récidifs, ils en ont eu beaucoup moins, et ils ont arrêté l'essai parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais attendez, cet essai, on ne peut pas changer nos pratiques avec cet essai, il est trop critiquable. Et bien si, les méthodologistes nous ont dit, mais les courbes se touchent tellement que c'est quasiment pas éthique d'aller au nombre qui était prévu. Ils se sont arrêtés pour d'autres raisons, mais de toute façon, vu que les courbes se touchent, ce n'était pas éthique d'aller plus loin dans cet essai, donc ça a changé aujourd'hui complètement les indications de curage. Je vous rappelle, même si on l'a dit, mais ce n'est pas grave, ça fait toujours du bien de redire, on est bien dans la situation des patients qui sont en chirurgie première et qui n'ont pas, à l'examen clinique initial qu'on fait quand on voit une dame qui a un cancer du sein, l'examen clinique sous bras, il n'y a pas de ganglion suspect. L'échographie, sonographie axillaire qui est recommandée en routine aujourd'hui, il n'y a pas de ganglion suspect. On est bien dans cette situation-là. On fait un sentinelle et le sentinelle est métastatique. Et ben, on ne fait pas forcément de curage si on a les critères à COSOG. Et qu'est-ce que ça a changé? Regardez, hein. Quand on prend les années 93 en rose au tout début et puis les années 2013, 2014 à la fin de ce schéma, vous voyez que le curage systématique en rose, hein, il diminue. C'est bien une désescalade. Là aussi, désescalade du curage par le sentinelle, désescalade du curage systématique quand le sentinelle est métastatique. C'est bien une importante désescalade. Et à chaque fois, la désescalade a été validée sur le plan scientifique. L'essai Cénomac, publié en 2017, est très intéressant, puisque c'est l'ACOSOG des mastectomies. C'est-à-dire que dans tous les essais ACOSOG et tous ceux qui ont suivi, les chirurgiens ont vraiment fait que chirurgie conservatrice
Et c'est dans ce cadre-là que c'est validé. Mais là, notre collègue de Suède, Jana Boniface, elle a fait un essai randomisé pour des patients qui avaient un sentinelle métastatique, et soit une chirurgie conservatrice, soit une mastectomie, et ça marche pareil. Alors, il n'y a pas énormément de mastectomie, peut-être, ce n'est pas un essai 100% mastectomie, mais on a quand même l'impression qu'en RCP, si la patiente a les cristéracozogues, mais qu'on lui fait une mastectomie et non pas un curage, ça vaut le coup de discuter. Et puis après, on va arriver vers la simple observation. Donc, c'est quand même une révolution. C'est-à-dire, curage tout le monde, avec 70% d'altération de la qualité de vie, toutes les complications qu'on a décrites. Année 2000, 2005, l'essai NSABP-32, le sentinelle. À COSOG, on ne fait plus de curage quand le sentinelle métastatique, en tous les cas pas systématiquement. Et là, on arrive à des essais qui sont en cours, donc je vais vous en citer deux, mais il y en a plein d'autres, qui vont tester le sentinelle versus rien, de rien, c'est-à-dire pas non plus de rayon axillaire. Après, les chirurgiens ont toujours un doute auprès des collègues radiothérapeutes. Ne font-ils pas malgré tout une radiothérapie différente, etc. Bon, je crois qu'il faut que tout le monde ait du respect pour les différents corps de métier. On pourrait dire, nous aussi, qu'on ne fait pas bien les choses. Non, c'est vraiment des essais où le schéma de radiothérapie a été validé en standard et tout le monde s'engage à le faire. Il n'y a pas de radiothérapie de l'essai. Et là, regardez, un essai italien, une tumeur T1, infiltrante, N0 clinique, N0 à l'échographie, randomisation, rien versus le sentinelle. Et si le sentinelle est métastatique, eh bien, là, chacun fait ce qu'il veut. Mais on va bien voir si le taux de récidive est différent dans le bras observation seule. Et puis, vous avez l'essai INSEMA qui est en cours aussi. Là, c'est un énorme essai, puisque vous voyez que chaque bras fait 1000 patients, chaque bras. Donc, c'est un énorme essai. Et vous avez, là, ça va plus loin. Ce n'est pas que le T1, c'est le T1 ou T2. Sans atteinte ganglionnaire clinique ni échographique. Et là, vous avez bien une randomisation, pas de sentinelle versus sentinelle. Puis après, si le sentinelle est découvert et qu'il est métastatique, il y a une nouvelle randomisation pour refaire la COSOG. Donc voilà, on est quelque part, on commence à s'approcher de 6h30 et on a fait une première partie du topo qui permet vraiment d'avoir les idées très claires sur qu'est-ce qui se passe en chirurgie première. Donc, gardez à l'esprit que quand on est en chirurgie première, on ne parle que des dames qui n'ont pas d'atteinte clinique, parce que si on a une atteinte clinique, soit des ganglions, on l'approuve par une cytologie ou une biopsie, et si c'est prouvé, on va à l'RCP pour dire est-ce que ma patiente, vous lui proposez une chimio néoadjuvante? Parce que s'il y a une chimio néoadjuvante, ce n'est pas d'elle dont on a parlé, on va en parler maintenant. Par contre, si la RCP dit non, parce que regarde, elle a des récepteurs hormonopositifs, elle a un HR2 qui n'est pas du tout surexprimé, elle a une tumeur de 3 cm, elle a 70 ans, on ne va pas lui faire de chimiothérapie néoadjuvante. Oui, elle est N+, mais ce n'est pas pour autant qu'elle aura une chimio néoadjuvante. Alors à ce moment-là, comme elle est N+, elle aura un curage. Par contre, on est en chirurgie première et elle n'est pas N+, eh bien c'est sentinelle. Si le sentinelle est négatif, on s'arrête. Et ça, c'est NSABP-V32 qui nous a démontré que c'était très bien. Si par contre le sentinelle est métastatique, eh bien, on regarde en RCP si on a les critères à COSOG. Et si on a les critères à COSOG, on s'arrête. Et si on n'a pas les critères à COSOG, on va vers le curage. Et puis, la seule chose qu'on peut dire pour aller jusqu'à l'admis, c'est que ça reste intéressant de se poser la question dans chaque équipe, est-ce que oui ou non, on garde l'extempo pour les ganglions sentinelles? C'est important parce que à partir du moment où, là, on fait une digression sur qu'est-ce que c'est la chirurgie des cancers. La chirurgie des cancers, à la différence d'une chirurgie avec des urgences, etc., la chirurgie du cancer, c'est une chirurgie qui est programmée. Prenez n'importe quel cancer, ORL, digestif, pulmonaire, sein, gynéco, on programme les choses. On programme sur les données de la science, sur ce qu'on va dire en RCP, sur les traitements complémentaires, sur la radiothérapie, sur la chirurgie, c'est vraiment programmé. Et cette programmation nous permet de voir le dossier à l'avance. Alors, je ne sais pas comment vous, les uns les autres, vous fonctionnez. Nous, à Nantes, on a une pré-RCP. C'est-à-dire que les patients qui sont vus pour une première fois avec leur preuve de cancer, elles sont vues par 2 collègues au cours de la même consultation. Et au cours de cette consultation, elle a en face d'elle un chirurgien et un oncologue médical.
Ce qui fait qu'on commence à faire la RCP. Et donc, ensemble avec la patiente, on va dire, la patiente, elle va avoir une chirurgie conservatrice si elle le souhaite, parce que n'oubliez pas que la chirurgie conservatrice, nous les chirurgiens, on valide l'option, mais les patientes peuvent dire qu'elles n'en veulent pas. À ce moment-là, c'est au choix de la patiente qu'on va vers la mammectomie. Donc, la patiente valide, elle a une forte poitrine, une petite tumeur, un infiltrant, il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire clinique ni échographique. On valide la perspective de chirurgie conservatrice avec des marges saines et on lui dit à la patiente, voilà, on vous enlève des ganglions sentinelles. Si on en a un qui est métastatique ou deux qui sont métastatiques, eh bien, il n'y aura pas forcément de curage. Du coup, c'est intéressant de faire l'examen ex-tempo de ces ganglions pour pouvoir dire, s'il y en a trois et que les trois sont métastatiques, là, c'est curage. Vous voyez, ça évite de la réopérer. Et l'extempo, elle peut être faite soit par des méthodes anatomopathologiques traditionnelles, conventionnelles, soit avec l'équipe Anapat et l'équipe de biologie moléculaire, par exemple, vous utilisez la technique OSNA, qui est validée aussi, et ça vous permet, avec un temps d'attente qui est un petit peu plus long que l'extemporané classique, mais ça vous permet avec encore plus de sécurité par rapport à la plénitude du ganglion qui est analysé, puisque dans l'OSNA, il n'y a pas de coupe, c'est la totalité du ganglion qui est pilé à la recherche de protéines particulières, donc il n'y a pas de perte d'information avec OSNA, et ça permet d'avoir l'information curage, pas curage en extemporané. Donc ça, c'est vraiment une autre question, mais il faut se poser cette question-là. Maintenant, je vous invite à, dans votre tête, faire la bascule et vous dire, OK, on abandonne la chirurgie première, maintenant on arrive dans la chimiothérapie néoadjuvante. Donc, il est clair que pour notre patiente, du fait de la taille de la tumeur, du fait des caractéristiques triple négatif, HR2-3 croix, on va proposer une chimiothérapie néoadjuvante. Alors, vous connaissez le principe et les objectifs de la chimiothérapie néoadjuvante. Soit c'est parce que la discussion avec la patiente fait apparaître le fait que du fait de son volume mammaire par rapport au volume qu'on va être obligé d'enlever avec la tumeur, si on ne fait pas une chimio néoadjuvante, on fera forcément une mastectomie parce que le résultat esthétique sera déplorable. Donc, première indication de chimiothérapie néoadjuvante, c'est aller vers la perspective d'une chirurgie conservatrice qu'il ne faut pas promettre, parce qu'il y a un taux d'échec, on va dire c'est à la louche 50% des cas où ça marche. Donc, il y a la moitié des dames qui sont parties sur ce projet-là et qui vont être déçues parce que finalement, malgré la chimio néoadjuvante, la tumeur est toujours aussi grosse. Ou alors, la dame aura utilisé la période de la chimiothérapie néoadjuvante pour bouger sa réflexion dans sa tête et à la fin dire, certes, ça a bien répondu, mais moi, personnellement, je préfère une mastectomie et on ira donc vers la mastectomie. Mais bon, ça, c'est la première indication de chimiothérapie néoadjuvante. Et puis maintenant, depuis quelques années, même si c'est un peu récent, ça fait pas très, très longtemps, mais c'est en routine, il y a des indications sur la biologie moléculaire de la tumeur de faire du néoadjuvant. Ce sont les triples négatifs, ce sont les HR2-3. Pourquoi? Parce que grâce à la chirurgie après chimiothérapie néoadjuvante, on va pouvoir identifier les patients qui ont une tumeur mauvaise répondeuse. Et pour ces tumeurs mauvaises répondeuses, il y a des perspectives de thérapie ciblée particulière qui améliorent leur pronostic. Donc ça, c'est important pour les chirurgiens de savoir ça, parce que si vous avez une tumeur triple négative qui fait 3 cm chez une dame qui a un bon essai, vous allez vous dire avec l'oncoplastie, je peux lui faire un beau résultat esthétique. Mais non, si elle est triple négative, réfléchissez en RCP, il vaut bien mieux lui proposer une chimiothérapie néoadjuvante parce que là, vous allez pouvoir lui faire bénéficier de traitement si jamais les mauvaises répondeuses, ce que vous ne saurez jamais si jamais vous faites une chirurgie première. Retournons à nos moutons, c'est-à-dire le creux axillaire. On est en chimiothérapie néoadjuvante. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pareil qu'en chirurgie première. Ce qu'on veut faire en chimio néoadjuvante, c'est arrêter les curages inutiles. C'est ça le but de cette désescalade. Comment on fait? Est-ce que, d'abord, qui a une chirurgie inutile? Regardez, c'est un papier qui est quand même ancien, mais qui est très intéressant. Vous avez pratiquement la moitié des patients qui ont une chimiothérapie néoadjuvante et qui, néanmoins, auront pas de ganglion atteint dans le curage. 50% de curage inutile, quand on voit toute la morbidité du curage, c'est quand même embêtant. Donc là, cette diapo dit, il faut se poser cette question en chimio néoadjuvante. Est-ce qu'il ne faut pas faire bénéficier certaines patientes d'une abstention de curage? Qui? Est-ce que le sentinelle, ça marche? Eh bien oui, on a fait un papier en 2009 dans le JCO pour montrer que oui, le ganglion sentinelle qui est fait après chimiothérapie néoadjuvante, au moment où on fait la chirurgie du sein, on injecte le produit du ganglion sentinelle, on trouve notre ganglion sentinelle, eh bien, on a un taux de faux négatif qui est aux alentours de 11%, pas loin des 10% de la chirurgie première, qui était dit acceptable. Alors là, c'est un peu différent quand même parce que
là, il y a eu la chimio. Donc, on a des cas de faux négatifs qui sont restés malgré les cures de chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce que ces ganglions-là, ces faux négatifs-là, ne sont pas un peu plus dangereux? Donc, c'est une vraie question qui va montrer pourquoi on continue de réfléchir. Ce taux de 10% ou 11% de faux négatifs, il peut sembler copie conforme de ce qui se passe en chirurgie première, mais en fait, pas tout à fait, parce que ça n'a pas le même sens forcément, mais pour l'instant, on en est encore à réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que ce taux de faux négatif, quand on regarde notre papier, eh ben, il varie en fonction du statut de l'aisselle initial. Et c'est pour ça que la suite du topo, ça va être chimio-néoadjuvante chez des patients qui n'ont pas de preuve d'atteinte axillaire, chimio-néoadjuvante chez les patients qui ont une preuve d'atteinte axillaire. Ce sont deux chapitres différents et deux stratégies différentes, vous allez le voir. Ça dépend, tout ça, c'est parce que ce qui joue, c'est la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Alors, cet essai publié par Thorsten Kuhn dans Lancet Oncology en 2013 est vraiment très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la technique du ganglion sentinelle après chimiothérapie néoadjuvante. Regardez le taux de faux négatif en rouge, en bas à gauche de la diapo. Si jamais vous n'enlevez qu'un seul ganglion, votre taux de faux négatif, c'est 25%. Vous vous rendez compte? C'est énorme là quand même. Hein. Si vous enlevez que 2 ganglions sentinelles, eh bien, votre taux de faux négatif, c'est-à-dire le nombre de fois où vous dites à la dame votre sentinelle sont négatif alors que l'aisselle elle est positive, il reste à près de 20%. Le taux de faux négatif devient vraiment bas à partir du moment où vous enlevez 3 ganglions sentinelles. Alors, ça prouve bien que sentinelle et chimio-adjuvant, c'est une réflexion très intéressante parce qu'on va quand même réduire le nombre de curages qu'on fait aux patients, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas qu'on se dépêche à faire des choses sous prétexte que c'est innovant, qu'on réduit parce qu'on n'a pas la preuve que réduire la chirurgie, ce n'est pas augmenter le taux de récidive axillaire, ce qui serait une catastrophe. Parce que la chirurgie de la récidive axillaire, là, c'est délétère. Donc, vous voyez, à cette diapo-là, pour l'instant, on ne sait pas encore trop s'il faut se baser sur le sentinelle après chimio-adjuvante, tellement c'est un petit peu risqué. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la technique du ganglion sentinelle, ça fonctionne, que le taux d'erreur est un peu plus important qu'en chirurgie première. On peut dire que le taux de faux négatif dépend de l'aisselle, de ce qui se passe dans l'aisselle au début, et puis du nombre de ganglions sentinelles qu'on prélève. Hein, si on prélève beaucoup, le taux de faux négatif s'effondre. Maintenant, l'impact clinique du faux négatif, après chimio-adjuvante, on ne peut pas vraiment dire ce que c'est. Maintenant, on peut dire 2 secondes, un mot sur, juste pour que vous ne le fassiez pas, ganglion sentinelle avant la chimiothérapie néoadjuvante. Alors moi, je vous invite à abandonner ça complètement, carrément. Hein. Monica Moreau, qui est une grande dame de la chirurgie du cancer du sein, elle a clairement dit lors d'un topo il y a quelques années maintenant qu'il fallait absolument abandonner cette stratégie. Pourquoi? Parce que du coup, vous n'avez pas une réflexion de cancérologue. Or, vous, qui êtes à m'écouter là, vous êtes des cancérologues, vous êtes des chirurgiens cancérologues. Donc, vous avez une réflexion cancérologique. Eh bien, si vous faites le ganglion sentinelle avant la chimio néoadjuvante, que ce sentinelle est métastatique, qu'est-ce que vous allez faire après chimio néoadjuvante? Ben, vous êtes obligé de faire un curage. Parce que vous n'avez absolument pas tenu compte que si vous faites de la chimio néoadjuvante, cette chimio, ce n'est pas juste un produit, c'est un produit qui a une efficacité sur le cancer. Donc, un certain nombre de ces dames qui étaient N+ au départ vont devenir N- grâce à la chimio. Or, vous ne saurez pas, parce que vous ne pouvez pas faire 2 fois le sentinelle. Ça a été démontré. Sentinelle avant, on fait la chimio, sentinelle après. Ça ne marche pas. 50% d'erreur. Dans Sentinelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 2013, dans cette oncole, 50% d'erreur quand on fait les 2 sentinelles avant-après. Donc, il ne faut pas faire le sentinelle avant la chimiothérapie néoadjuvante. Et maintenant, on va aller vers cette dernière partie du topo, chimiothérapie néoadjuvante et statut de l'aisselle. On va commencer par chimiothérapie néoadjuvante et patient qui n'a pas d'atteinte au moment où on la voit. Première fois, on diagnostique le cancer du sein, on fait l'examen clinique, il n'y a rien, on fait l'écho de l'aisselle, il n'y a rien. C'est parti pour la réflexion. On lui fait cette chimio néoadjuvante et qu'est-ce qu'on fait après? Et bien après, on pourra aller faire un sentinelle. Et si jamais ce sentinelle est négatif, on pourra s'arrêter là. Pourquoi on peut dire ça aujourd'hui? Toujours avoir la preuve que ce qu'on affirme comme des escalades, ça a été prouvé que ce n'était pas délétère pour la patiente. Faites attention aux gens qui vont vous faire des topos en disant non, moi je sais, moi je pense, moi je vous dis que. Posez la question, d'accord, vous pensez ça, mais est-ce qu'il y a la preuve que ce que vous pensez, c'est une bonne idée? S'il vous dit ouais, j'ai l'habitude, ouais, j'ai jamais vu ça, je ne vois pas pourquoi, etc. Alors là, oui, terminé, il n'y a pas de preuve. Hein.
Là, par contre, on a la preuve, on a 500 patientes, enfin 419, et on est en train d'écrire le papier suivant. On a 419 patientes qui ont chimio-adjuvante, alors qu'il n'y avait rien dans les selles avant, ganglion sentinelle négatif, suivi, et aujourd'hui, on a un suivi à 7 ans, eh bien, il y a une récidive axillaire sur 500 patients. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est complètement safe, comme on dit. Maintenant, la deuxième situation, les patients qui ont une aisselle métastatique. Vous la voyez pour la première fois, vous savez que vous avez parlé de chimio-adjuvante parce qu'elle a un pépénègue, vous l'examinez et là, vous avez une grosse masse. Vous faites faire la biopsie, c'est métastatique, elle est dans cette situation-là. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, je vous invite à vous intéresser de très près à ce ganglion métastatique. Le ganglion qui vient d'être biopsié, là, celui-là, on a la preuve, et bien demandez au radiologue de mettre un clip dedans. Vous voyez la photo là? C'est ce ganglion clippé. Parce que lui, il est très important, et peut-être que demain, on n'enlèvera que lui, jusqu'à ce qu'un jour, on n'enlève plus rien du tout. Mais peut-être que l'évolution en chimio-adjuvante chez les dames qui sont N+, c'était le curage, ça a été le ganglion sentinelle, et maintenant, c'est ce ganglion métastatique clippé. Alors, il faut que le service de radiologie accepte et d'habitude travaille dessus, etc. Mais regardez la littérature. Aujourd'hui, c'est plus possible d'échapper à ce ganglion clippé. Et regardez à quel point le taux de faux négatif est écrasé. Avec le ganglion sentinelle, on avait entre 10 et 20% en fonction du nombre de ganglions qu'on enlevait. Le taux de faux négatif de ce ganglion clippé, il est 2%. Alors là, 2%, c'est vraiment acceptable. C'est vraiment lui qui est le reflet de la chimiosensibilité. Donc aujourd'hui, dans la situation en routine, hors essai, vous avez une dame qui a N+, et vous allez lui faire sa chimio-adjuvante, vous êtes dans un établissement où vous ne pouvez pas faire d'essai, vous attendez que les essais dont je vais parler soient publiés, mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous n'avez pas clippé le ganglion initialement métastatique, et bien vous faites un curage. Soit vous l'avez clippé, et ben vous faites un ganglion sentinelle plus retirer ce ganglion clippé. Voilà. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas partir ce ganglion sentinelle seul dans cette situation-là tant qu'on n'a pas le résultat des essais. Parce que si jamais les essais disent que le taux de récidive est catastrophique, vous aurez fait des bêtises. Donc aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Par contre, c'est quoi les essais? Vers quoi on va? Eh bien, en fait, quand on a des patients qui étaient avec une atteinte ganglionnaire et qui, après chimiothérapie néoadjuvante, et ganglion sentinelle seul sont devenus N0, regardez, le taux de récidive axillaire, il est très, très faible. Donc, on a bien, il se passe quelque chose. On va bien aller vers une désescalade. Mais ce papier-là ne permet pas de changer sa stratégie chirurgicale. Pourquoi? Parce que les 2 tiers des dames ont eu une radiothérapie des arts axillaires et il n'y a qu'un tiers qui ne l'a pas eu. Donc, on ne sait pas qui est où. Donc, on peut pas, c'est quelque chose qui est intéressant, ça montre qu'il se passe quelque chose, mais ça ne permet pas de changer les pratiques. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que à partir du moment où on a un ganglion sentinelle métastatique et qu'on fait un curage, eh bien, il y a très, très peu de récidive. D'accord. Mais c'est quoi les essais? Eh bien, attention, il va y avoir beaucoup d'essais, ça fait catalogue. Peut-être que la seule idée à garder de catalogue d'essais que je vais vous montrer, c'est pas bien sûr de se souvenir de tous les essais, c'est de se dire en ce moment, en Europe, aux États-Unis, sur cette question des patientes qui sont N+ au départ, qui ont une chimio-adjuvante, eh bien, il y a des essais en cours qui vont nous permettre de guider nos stratégies demain. Et pour l'instant, j'ai vérifié en faisant les diapos, pour l'instant, aucun de ces essais n'est publié avec des résultats. Donc, il faut attendre, les gens sont en train d'inclure. Alors, vous avez cet essai anglais, des patientes qui sont N+ au départ, qui ont leur chimiothérapie néoadjuvante, le ganglion initialement atteint, équipé, et puis on fait la chimioadjuvante. Après la chimiothérapie néoadjuvante, dans ATNEC, les chirurgiens font ce qu'on appelle la TAD. Alors, c'est un nouveau terme, la TAD, pour Targeted Accelerated Dissection, c'est-à-dire que la TAD, ça suppose que vous soyez capable de retirer et les ganglions sentinelles et le fameux ganglion initialement clippé. C'est ça la TAD. Si vous ne faites pas de TAD, c'est curable. La TAD, c'est ça. Et quand la TAD, dans cet essai, quand la TAD est négative, la dame se voit proposer ATNEC, elle est randomisée entre on ne fait rien de plus ou alors on fait un traitement complémentaire dans les selles. Et ce traitement peut être curage ou radiothérapie axillaire. Vous voyez, ça va permettre de répondre à la question, d'accord, les dames, elles sont N+,
elles ont leur chimio-adjuvant, on fait une TAD, c'est-à-dire un sentinelle plus le ganglion clippé, tout ça, c'est négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que demain, on dira rien, c'est fini, ou alors peut-être que demain, on dira il faut faire un curage ou une radiothérapie, parce que c'est ce que va apporter comme information cet essai. Mais aujourd'hui, bien sûr, l'essai est en cours, donc on n'a pas la réponse. Vous avez cet essai INDAX, qui est un essai qui a été proposé par les collègues suédois, mais qui est ouvert à 3000 patients. Donc, il y a énormément de pays européens qui ouvrent dans cet essai. Et là, vous avez des patients qui ont ganglion initialement métastatique et clippé, leur chimiothérapie néoadjuvante, la fameuse TAD. Et là, vous voyez, c'est énorme hein, comme essai, c'est des milliers de patients, 3000 patients. Soit la TAD est négative et vous randomisez rayon axillaire versus pas de rayon axillaire, soit la TAD est métastatique et vous randomisez curage et radiothérapie sauf les selles et radiothérapie plus radiothérapie des selles. Et tout ça, ça va nous donner la survie sans récidive à 5 ans. Vous voyez, donc on va avoir hein, les réponses. Aujourd'hui, on se pose les questions et demain, on ira vers les réponses. J'ai laissé le logo des cours Saint-Paul puisque cette partie-là correspond aussi à un topo que j'avais fait à Saint-Paul en janvier. Là, vous avez l'essai Taxis, hein, un essai suisse. Donc, pareil, ganglion initialement métastatique, clippé, la chimio-adjuvante, la TAD. Cette fois-ci, à la différence de l'ATNEC qui s'intéressait que à la TAD négative, ben là, on a la TAD métastatique et les Suisses proposent de randomiser curage versus radiothérapie axillaire. Vous voyez, on aura la réponse à la meilleure stratégie. Et puis, vous avez Alliance qui est les mêmes 3000 patients prévus aux États-Unis. Et vous voyez, c'est exactement Taxis. Et là, on en est à la fin du topo. Je vous explique un petit peu une réflexion qu'on a à Nantes, qui est la suite de tous les essais qu'on a montés, Ganéa 1, Ganéa 2, Ganéa 3, et maintenant, on a déposé au PHRC cette année le Ganéa 4. Et c'est quoi Ganéa 4 ? C'est se dire, est-ce que finalement, même la TAD, il faut la faire. Est-ce qu'on ne pourra pas, en chimio-adjuvante, faire pareil qu'en chirurgie première, c'est-à-dire une simple observation de l'aisselle pour certaines patientes? Parce que vous avez vu, dans aucun des essais, on ne prévoit d'observation de l'aisselle. Tout le monde a sa TAD. Et nous, on va essayer, grâce à notre essai Ganéa 4, donc il prévoit si jamais on a le PHRC, donc ça, réponse en juin. Mais si on l'a, ça va permettre d'enregistrer une cohorte multicentrique de 400 patientes avec les meilleures équipes en France qui acceptent de participer de Nancy à Marseille, de Lille à Nice, etc. Enfin, il y a 20-25 équipes qui participent à gagner un 4. Et donc, on va essayer de voir, pour des dames qui sont N+, au départ, qui ont leur chimiothérapie néoadjuvante, qui ont ensuite leur chirurgie avec TAD, s'il n'y a pas un groupe de patients qui ont une TAD négative. Et peut-être que ce groupe de patients, c'est ce qu'on avait montré avec Ganéa 3, mais il faut qu'on le vérifie sur 400 patients, parce que dans Ganéa 3, il n'y avait pas beaucoup de patientes qui avaient le même profil, mais des patientes triple neg, des patientes HR2-3 croix, plus une bonne réponse de la tumeur visualisée à l'IRM pré-op, pré-chimio-adjuvante, comparée à l'IRM post-chimio-adjuvante, plus une réponse pathologique complète sur la chirurgie du sein, donc les dames, elles auront leur chirurgie du sein. Et bien, quand on a tout ça, dans Ganéa 3, mais sur un taux de patients trop faible pour qu'on puisse dire que c'est la vérité absolue, donc on va le revérifier, mais dans ce groupe de patients, le taux de ganglion de l'aisselle négatif frôle les 98%. Donc peut-être que ces femmes-là, si on le vérifie avec Ganéa 4, on pourrait leur faire une simple observation de l'aisselle sans TAD. Mais ça, c'est l'étape d'après, c'est la désescalade optimale. Donc voilà, j'ai fini en 18h47, donc il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Donc c'est quoi le take-home message pour vous tous, toutes? 1, évidemment, organiser l'échographie de l'aisselle avant tout traitement. Hein, ça, c'est important. Hein, il ne s'agit plus de faire que l'examen clinique. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, l'échographie de l'aisselle avec un échographiste qui a l'habitude, hein, parce que vous savez qu'à la différence du scanner, un PET scanner, on peut les relire. On peut avoir un mauvais scannériste et puis nous, on va relire les images et puis trouver des choses que celui qui n'a pas l'habitude ne verra rien. C'est un disque, c'est un film. Alors que l'écho, ce n'est pas ça. Donc, il faut vraiment que l'échographiste ait l'habitude de l'aisselle. Et si jamais il trouve un ganglion suspect, il faut faire une ponction ou une biopsie pour dire il est bien N+, parce que c'est ça qui va guider notre stratégie. Scénario chirurgie première, mais N+, on fait le ganglion sentinelle. Enfin, mais N+, on fait un curage.
mais N-, on fait un ganglion sentinelle, et si le ganglion sentinelle est métastatique, on utilise les critères ACOSOG, et si les critères ACOSOG sont là, on ne fait pas de curage systématique. Et tout ça, on le valide en RCP préthérapeutique. Et puis, il y a le scénario chimiothérapie néoadjuvante. Et en chimiothérapie néoadjuvante, pareil, examen clinique, échographie de l'aisselle, c'est négatif. On fait la chimio-adjuvante, après on fait un sentinelle, et si le sentinelle est négatif, on s'arrête là. Si la dame est N+, dès le départ, on fait un clip dans le ganglion initialement métastatique, la chimio-adjuvante, et après, soit on est une équipe qui a fait le clip, qui a mis un clip dans le ganglion, mais avant toute chimio-adjuvante. À ce moment-là, on peut lui faire un sentinelle plus une TAD, c'est un sentinelle plus un curage, c'est validé dans les guidelines. Ou alors, on est une équipe qui ne clique pas le ganglion initialement métastatique parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas cette démarche-là, cette technique-là. À ce moment-là, il faut lui faire un curage. Après, chimio-adjuvante, et on arrête le ganglion sentinelle avant la chimiothérapie néoadjuvante. C'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, j'ai terminé. Oui, donc là, c'est tout ce qu'on a redit pour faire le point. J'ai terminé, donc je vais arrêter le partage d'écran. Je promets à tout le monde, et notamment à mon ami Gilles Dolivet, qu'à 19h pile, on s'arrête, parce qu'on a tous des obligations, et la moindre des choses, on a commencé à l'heure, on finira à l'heure, mais on a une dizaine de minutes pour les questions brûlantes, chaud bouillant. Merci beaucoup, Jean-Marc. Effectivement, alors c'était rapide, synthétique. Il va falloir digérer maintenant, hein. Parce que manifestement, il faut maîtriser la multitude de paramètres dont tu viens de parler. Tu donnes un peu raison à Antoine Avril quand il avait lancé son essai abstention de curage il y a 30 ans. Oui, Axil, oui. Ouais. C'est quand même, on y revient, hein, c'est impressionnant. C'est valable pour toutes les histologies? Alors oui, en fait, tu as raison, il y a un très bel essai italien qui est en cours, qui est une cohorte énorme, qui est en train de colliger tous les résultats de ce qui se passe dans le corps axillaire en fonction des histologies. Donc le jour où on pourra dire il faut faire différentes histologies, c'est quand on aura le résultat de cette cohorte. Mais aujourd'hui, c'est la stratégie qui est validée par les guidelines aussi bien européennes que américaines. Voilà, la désescalade validée, et puis le cas où il n'y a pas de désescalade validée quand il y a une atteinte métastatique. Et une question complémentaire, puisque ça existe dans beaucoup de spécialités maintenant, est-ce que tu recommanderais aux praticiens, aux chirurgiens du sein, de se former à l'échographie axillaire? Alors ça, je pense que c'est un débat. Moi, à titre personnel, j'ai tendance à penser que les imageurs doivent passer leur temps de formation à l'imagerie, et que nous, on a énormément de choses à apprendre. Par contre, ce qui est très important, mais c'est ma position, hein, ça se discute, mais ce qui est très important, c'est le débat. Moi, je vois par exemple à la RCP, pour prendre un exemple d'oncogynécologie, on l'a fait dans le service d'imagerie, on revoit toutes les images et on a un débat avec le radiologue, et ce débat, il est vraiment très important. Après, le chirurgien, nous, on se forme à bien regarder les scanners. Je pense qu'on commence à être bien performant à faire des scanners. Maintenant, peut-être que ce n'est pas son métier de faire les échos. Là, c'est un autre débat. Mais s'il a l'habitude et qu'il s'est formé, pourquoi pas? Mais alors, à ce moment-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il fasse la ponction ou la biopsie axillaire. C'est la question. C'est la question. Dans le chat, je vois pas d'autres questions. J'espère que je ne me trompe pas. Pas d'autres questions auxquelles tu n'aurais pas répondu au cours, hein. Il y avait un certain nombre de questions qui sont apparues. Ouais. Mais la réponse. Il y a une question. Moi, je vois une question intéressante. Je vois Salmon. Je pense, c'est possible, hein, que ce soit notre ami C'est Rémi Salmon, retraité qui s'intéresse toujours à la chirurgie, et c'est hyper intéressant. Salut, Rémi. Oui, je suis là, fidèle. Oui, tu as raison. Alors, si tu veux, Rémi, mais ce que je vais dire, c'est parce que c'est une discussion avec mon ami Rémi Salmon, et puis c'est aussi informatif pour tous les collègues. Tous ensemble, on est d'accord pour dire qu'on a des histoires de chasse et on a tous des choses hyper intéressantes à dire. Après, il y a l'aspect pédagogique. Quand on s'adresse à un grand nombre de gens comme on l'a ici avec la SFC, Sophie me disait que la SFC, c'est beaucoup de gens qui se connectent, et puis ce sont après des milliers de gens qui regardent les vidéos en replay. Moi, je pense que sur le plan purement pédagogique, mais là, c'est mon côté enseignant,
les messages clairs sont plus intéressants. Maintenant, Rémi a raison, les étages de Berg, c'était une description qui a quand même pas mal marché puisque le monde entier a utilisé la classification de Berg. Et puis, en fait, est-ce qu'il faut vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à cette classification, étant entendu qu'on se dirige vers ce qui me semble le plus logique, c'est petit à petit la disparition du curage. Et on reverra ce topo quand il sera fait par ceux qui aujourd'hui nous auront succédé. Ils diront c'était très intéressant ce qui était dit en 2023, mais aujourd'hui, en 2030, on ne fait plus de chirurgie de l'aisselle. Donc, à mon avis, ce qui est vraiment très intéressant, c'est cette perspective. Et quelque part, la chirurgie du creux axillaire, c'est pour vous tous, c'est le modèle. Quand vous entendez dans un congrès dire la désescalade chirurgicale du cancer, c'est vrai, hein, regardez pour ceux qui font de la gynécologie, une dame qui a un cancer du col avancé, on ne lui fait plus d'hystérectomie. Et à la limite, c'est même une bourde, hein, c'est une erreur médicale que d'aller faire une hystérectomie à une patiente qui a un cancer du col avancé, puisqu'elle va avoir une radiothérapie, chimiothérapie avec le grêle protégé par l'utérus qu'on n'enlève pas. Et si vous l'avez enlevé, eh bien, vous allez avoir la radiochimiothérapie sur le grêle qui sera collé contre la cicatrice vaginale. Donc, on voit bien qu'il y a la notion de désescalade chirurgicale validée, l'innocuité validée par des essais, c'est quelque chose de très intéressant. Et le creux axillaire, c'est vraiment un exemple. Je me rappelle avoir été invité, c'était une fierté, c'était très intéressant à l'Académie de médecine avec les collègues de l'Académie de chirurgie. On était allé à l'Académie de médecine pour parler du creux axillaire et de la désescalade. Et c'est vrai que c'est un modèle de désescalade, mais il faut faire attention. Il ne faut pas désescalader tout seul. Hein. On désescalade parce que les oncologues médicaux font des progrès. On désescalade parce que les radiothérapeutes, dans leur champ de radiothérapie, font aussi beaucoup. Mais ils ne font pas de rayons dans les selles parce que la radiothérapie axillaire couplée à un geste de chirurgie axillaire, ça augmente le risque de lymphœdème. Est-ce que nos amis ont d'autres… Alors, je vois qu'il y a une question par rapport de Galaxy S9. Non, c'est de Michel. En cas de GS micrométastatique, macrométastatique, curage axillaire. C'est une question très intéressante. Et l'essai dans… Alors, le micrométastatique, on a vraiment une désescalade totale. Hein. On ne fait plus de curage dans les ganglions sanguins micrométastatiques, mais c'est une très, très bonne question. Et juste pour discuter entre nous, le fameux essai à COSOG, c'était un essai qui était vendu comme étant un essai ganglion sanguin métastatique, curage versus pas de curage. Et en fait, non. Quand on épluchait les résultats de la COSOG, la moitié des ganglions métastatiques étaient des ganglions avec des micrométastases et l'autre moitié avec des macrométastases. Et néanmoins, ça a convaincu la communauté scientifique internationale pour dire stop au curage. Donc, les essais d'aujourd'hui, dont je vous ai parlé, ceux qui vont vers l'observation, hein, notamment l'essai SOUND ou l'essai INSEMA, ce sont des macrométastases. Hein, il n'y a pas de micrométastases. C'est de l'histoire ancienne. La micrométastase, comme les cellules isolées, aujourd'hui, ce n'est plus une indication de curage. Mais par contre, ce sont des macrométastases. Et vous l'avez vu, malgré les macrométastases, en fait, le fait d'en laisser un petit peu, parce qu'il y a quand même ce taux de faux négatif, on sait que quand on fait un sentinelle, on a un taux de faux négatif, donc on laisse un peu de ganglions. Chez quelques dames, on va laisser, mais ça ne change pas la survie des patients. Et puis, Gilles, qui connaît bien les cancers ORL, qui sont plutôt des cancers épidermoïdes, ont aussi leurs ganglions sentinelles, mais ce n'est pas du tout la même réflexion parce que ce n'est pas la même maladie, hein, Gilles. Oui, ben j'aurais bien conclu comme ça, c'est que nous, puisqu'on est en train d'écrire le référentiel national, c'est minimum 18 ganglions par hémicou. C'est le critère de qualité. Donc, en fait, c'est curatif. Ouais, Les curages sont curatifs pour les épidermoïdes des VADS, alors que effectivement, mais c'est extrêmement instructif de comparer nos expériences là. Hein, ce sont pas les mêmes maladies, c'est pas la même cancérogénèse et probablement pas la même agressivité. On n'a pas les mêmes moyens oncologiques ou radiothérapiques. Enfin, radiothérapiques, mais oncologiques, pas encore. Alors, il y a une bonne question qui est posée et franchement, je n'ai pas la réponse. On sait que la cotation, c'est un véritable problème et entre nous, on va pas se mettre à faire de la politique entre nous, ce serait ridicule. Mais le fait est que les efforts de mettre à jour les cotations par rapport à la réalité des progrès scientifiques, il y a toujours énormément de retard qui se compte en nombreuses années, hélas. Hein. Et donc, oui, aujourd'hui, dans la pratique, le clip, quelque chose d'important, je ne saurais pas vous dire quel est le coût, mais pour vous dire, par exemple, dans le protocole GANEA 4, on demande à tout le monde de mettre un clip et ensuite d'aller retirer ce ganglion clippé. Et nous, dans le protocole, on ajoute
100 € par patiente incluse pour participer au coût de ce clip. Donc, vous voyez, c'est en dessous de 100 €. Par contre, il y a des choses très chères, hein. Vous pouvez mettre un clip électromagnétique qui va avoir l'intérêt d'avoir une sonde électromagnétique que vous utiliserez en post-immunoadjuvante pour trouver ce ganglion clippé. Et là, on est dans les 300 €, c'est extrêmement cher. Donc, l'utilisation en routine, une fois que ce sera validé, va faire écraser les prix. Aujourd'hui, c'est des prix chers parce que c'est des choses qui sont innovantes. Comme toutes les innovations, au début, c'est assez cher. Il faut que ce soit validé par les essais. Et une fois que ce sera validé et beaucoup plus diffusé, du coup, les prix vont s'écraser. Mais c'est une très, très bonne question posée par Rémi et puis avec un début de réponse par Béatrice. Impeccable. On ne parle pas du coût des sondes de détection. Ah, Rémi, encore une question de Rémi. Non, c'est pas ça. C'est pour dire que le clip coûte cher, mais dans le dernier clip dont tu viens de parler, il y a aussi le coût des sondes, des appareils de détection qui coûtent excessivement cher. Donc, ils sont très, très agressifs. Oui et non, Rémi. Ouais. Mais ils mettent à ta disposition la colonne de détection, mais voilà. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se payer ça. Voilà, aujourd'hui, en fait, quand tu es dans une clinique, hein, parce que je travaille avec des collègues qui sont en clinique et qui ont ce matériel-là, en fait, il y a des négociations qui se font avec le laboratoire pour que le matériel, la sonde, tout le matos soit gratuit, fourni, déposé, avec dans le contrat la promesse d'avoir 200 pauses, 500 pauses, 100 pauses, etc. Donc, oui, effectivement, si on achetait la machine, ce ne serait pas possible, hein, mais aujourd'hui, ils ont bien compris qu'ils ne vendaient pas la machine, ils la déposent, ils vous forment, hein, ils sont venus chez nous nous former à l'utilisation de la machine, donc tout ça, c'est gratuit, à partir du moment où on s'engage d'utiliser un certain nombre de fois. Et là, aujourd'hui, on en discute, mais pour les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'était, le passage du curage au ganglion sentinelle, mais ça a été la guerre. Vous n'imaginez pas, et je pense que même dire la guerre, vous n'imaginez pas. Il y a des congrès où les gens étaient debout sur les tables à dire le ganglion sentinelle va tuer les gens, le ganglion sentinelle, ça va être des récidives monstrueuses, c'est pas de la chirurgie. Et puis on voit bien que tous ces gens-là ont disparu et qu'aujourd'hui, le sentinelle, les plus jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui ne savent même pas que ça a existé, ce combat. Donc peut-être que demain, le combat dont on est en train de parler sur ce fameux ganglion clippé, ce sera de l'histoire ancienne, parce qu'il n'y aura plus que ce ganglion clippé qu'il faudra retirer, les prix se seront effondrés, ce sera de la logique de tous les jours. En tous les cas, ce que je voulais dire pour aller dans ma promesse et tenir ma promesse, qu'on finisse bien à l'heure, je remercie la Société française de chirurgie, la SFC, de cette invitation à vous avoir fait ce webinaire sur la chirurgie axillaire. J'espère que dans le cancer du sein, j'espère que ça vous a plu. Merci à Sophie pour l'organisation. Merci Gilles pour ta présence, parce que c'est quand même sympa pour un collègue ORL d'avoir participé et modéré cette session. Ça m'intéresse, moi. Ben voilà. Et puis, n'oublions pas que tu as été chirurgien du sein il y a longtemps. Passé. Et puis, vous retrouverez ce webinaire sur la chaîne de la SFC de façon à pouvoir sur le site internet et sur la chaîne YouTube. Voilà. Et voilà. Merci. Surtout qu'il y en a beaucoup qui se sont connectés là il y a quelques minutes, parce que je pense que tous ceux qui sont là n'ont pas tenu compte du décalage horaire. Donc, je pense que c'est lié à ça, parce que j'en ai une dizaine là que je viens d'intégrer. D'accord. Donc, demain matin, vous avez le replay et le PowerPoint. Ah oui. Le changement horaire, c'est depuis 1974, je crois. Hein, donc, oui, mais je pense que. C'est depuis au revoir. Au revoir. Allez, merci. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.